Ponyry, en juillet 1943, les Allemands parlaient d'un mini Stalingrad. Pas pour faire image, pour nommer ce qu'ils voyaient dans cette petite ville ferroviaire russe pendant les 2 premières semaines du mois. Dans la gare, on se battait de pièce en pièce, parfois à la pelle de tranchée. Plus loin, des sapeurs soviétiques avançaient à 4 pattes dans les gravats, vers des engins blindés de 65 tonnes qu'aucun canon anti-char n'arrivait à percer de face. Sous les yeux de l'infanterie allemande, ils grimpaient sur la caisse et collaient les charges sur la plage moteur. C'était l'un des rares moyens de les arrêter. Dans ces monstres fermés, les équipages allemands ne voyaient presque rien au-dessus d'eux. Leur canon principal ne descendait pas assez bas pour viser des hommes collés aux chenilles. Alors ils tiraient au pistolet et au fusil par les fentes de vision, sur des silhouettes dans la poussière, à 3 mètres. Dans la gare, la ligne de front coupait le bâtiment en 2. Des 2 côtés, on s'abritait derrière les mêmes murs, face aux mêmes tirs. Une position pouvait changer de main plusieurs fois dans l'après-midi. Pour un seul blindé, une batterie soviétique d'obusiers de 203 mm fut appelée pour un tir presque direct. Rien d'autre ne suffisait. Autour de cette seule ville, 10 tigres furent détruits dans un engagement d'un après-midi. Au nord de Ponyry, le terrain était presque nu, une plaine plate et une faible hauteur pour tout relief. On s'y accrocha tant de fois, à un prix tel que les 2 camps finirent par renoncer à garnir vraiment la crête. Ils se disputaient surtout la pente avant, parce qu'elle donnait des vues. Voir coûtait des centaines d'hommes par jour. Voilà Ponyry, juillet 1943. Un nœud ferroviaire de Russie centrale, un dépôt de tracteurs, une école, un château d'eau. Avant la guerre, rien n'en faisait un lieu majeur. En 8 jours, il devint l'un des secteurs les plus disputés du front de l'Est. Dans les années 1960, l'historien militaire allemand Paul Karel étudia cette bataille à partir de sources allemandes de première main. Il la présenta comme le Stalingrad du saillant de Koursk. Ceux qui l'avaient vécu raccourcissaient encore « mini Stalingrad ». Le mot pesait lourd. Pour comprendre comment un simple carrefour ferroviaire a pu devenir cet enfer, il faut suivre 3 fils. Ce que la 9e armée voulait obtenir, l'arme qu'on lui confia pour y parvenir, et la faille de cette arme. Car en juillet 1943, le blindé le plus puissant du front de l'Est ne fut pas vaincu surtout par des chars soviétiques ou des canons anti-chars. Il fut souvent tué par des fantassins chargés d'explosifs, capables de monter sur une machine de 65 tonnes pendant le combat. Walter Model commandait la 9e armée allemande. Sa mission, partir de la région d'Orel, pousser vers le sud et rejoindre le corps blindé de la branche combattante de la Schutzstaffel qui remontait depuis Belgorod. Si les 2 mâchoires se refermaient, les forces soviétiques du saillant de Koursk seraient encerclées puis détruites. La logique venait des grands encerclements de 1941, Minsk, Kiev, Vyazma, où des centaines de milliers de soldats soviétiques avaient été pris en quelques jours. Citadelle devait refaire ce coup-là, au moment où l'Allemagne avait besoin de stabiliser le front de l'Est et de montrer qu'elle pouvait encore imposer le rythme de la guerre. Model doutait dès le départ. Au printemps 1943, tandis qu'Hitler et le haut commandement de la Wehrmacht hésitaient sur Citadelle, il alla voir Hitler avec des photographies aériennes des défenses soviétiques dans le saillant. Ces clichés ne montraient pas une ligne, mais un système. Ceinture après ceinture de tranchées, champs de mines, pièces anti-chars et artillerie déjà réglées sur les axes probables d'avance. Model soutenait que les soviétiques attendaient l'attaque, que chaque semaine renforçait leur position et que le plan perdait sa fenêtre d'exécution. Sur ces points, il avait vu juste. Hitler lança pourtant l'opération, puis la repoussa encore pour attendre de nouveaux blindés. Les Panthères au sud et au nord, pour Model, le Ferdinand, dans lequel le commandement allemand plaçait d'immenses espoirs. Une autre inquiétude de Model a moins marqué les récits d'après-guerre. Au nord du front d'attaque de la 9e armée, le long du saillant d'Orel, la 2e armée blindée allemande tenait une ligne défensive étirée et fragile. Model le savait et l'avait signalé. Si les soviétiques frappaient là pendant que la 9e armée s'enfonçait dans le saillant de Koursk, les conséquences seraient lourdes. Il envisageait déjà de voir ses arrières coupées avant même le début de l'offensive. Cette crainte se vérifierait pleinement. Mais avant qu'elle compte, il fallait d'abord passer Ponyry. Et l'histoire du Ferdinand commence dans les rivalités industrielles. En 1942,
l'armée allemande chercha un nouveau char lourd. 2 prototypes arrivèrent. Celui de Henschel, retenu et devenu le Tigre I, et celui de Porsche, rejeté. Ferdinand Porsche était si sûr de gagner qu'il avait déjà lancé la fabrication des caisses. 91 coques se retrouvèrent donc sans emploi. On les transforma. Elles reçurent une casemate blindée fixe et l'un des canons anti-chars les plus puissants du moment, le PAC 43/2 de 88 mm, bien supérieur aux 88 montés sur le Tigre. 2 bataillons de chasseurs de chars lourds furent constitués, le 653e et le 654e. Tous deux partirent chez Model pour Citadel. Le secteur nord reçut ainsi tout le parc mondial de Ferdinand. 89 véhicules regroupés dans le régiment lourd de chasseurs de chars 656. Sur le papier, c'était une arme décisive. À longue distance, elle était presque intouchable et très difficile à arrêter. 200 mm d'acier protégeait l'avant du Ferdinand. À l'été 1943, aucun canon anti-char soviétique ne pouvait le percer de face à distance de combat normale. Son canon de 88 détruisait les T-34 et les KV avant qu'ils puissent riposter efficacement. Après la bataille, une étude des véhicules capturés ou examinés par les soviétiques a établi que, sur 21 Ferdinand étudiés en détail, un seul avait été détruit par un canon de char soviétique. Dans ce cas, un obus avait frappé le blindage latéral à courte portée et enflammé le réservoir de carburant. De face, les canons soviétiques ne pouvaient pratiquement rien contre lui. Le Ferdinand remplissait parfaitement la mission pour laquelle il avait été conçu. Mais Poniry imposait un tout autre combat. Le blindé n'avait aucune mitrailleuse dans sa caisse. Son canon, installé dans une casemate fixe, ne pouvait pivoter que d'environ 10 degrés de chaque côté de l'axe central. À très courte distance, face à l'infanterie, il était presque sans défense. L'équipage ne pouvait pas viser des soldats collés au flanc, ni balayer les côtés du véhicule. Ouvrir les trappes revenait à s'exposer immédiatement. Le Ferdinand avait été pensé pour abattre des chars à longue portée. À Poniry, les Ferdinand allaient avancer dans des rues encombrées de gravats, à quelques mètres seulement de l'ennemi. Les hommes qu'ils ne pourraient pas atteindre seraient précisément ceux qui les détruiraient. Avant l'offensive, Heinz Guderian inspecta le 653e bataillon pendant des exercices. Il demanda que des mitrailleuses soient ajoutées dans la caisse. Le temps manqua, et les véhicules partirent au combat sans modification. Le terrain entre la ligne de départ de Model et Poniry, lui, avait été préparé avec méthode. Depuis février 1943, le front central de Konstantin Rokossovski renforçait ses défenses, en accordant une attention particulière au secteur de Poniry. Rokossovski dirigeait ce front depuis un état-major qui savait ce qui se préparait et travaillait depuis des mois à le contenir. D'origine polonaise, arrêté pendant la Grande Purge de Staline en 1937, il passa 3 ans en détention avant d'être libéré en 1940. Pour défendre le saillant nord, il mit en place une gestion précise et disciplinée des réserves. Cette méthode allait peser lourd dans la bataille de Koursk. En avril 1943, Rokossovski ordonna l'évacuation des civils de la zone avancée jusqu'à une profondeur de 25 km. Poniry fut vidé de ses habitants. Chaque maison et chaque bâtiment reçut ensuite une fonction militaire. La ville ne devait plus être défendue pour protéger une population, mais utilisée pour sa position sur la voie ferrée reliant Orel à Koursk. Elle commandait ainsi l'approche nord. Les ingénieurs de Rokossovski transformèrent la gare en position fortifiée, avec des embrasures taillées dans les murs. À la lisière nord, la station de machines et de tracteurs, vaste dépôt de matériel agricole, devint un point d'appui blindé. Les canons anti-chars y étaient réglés pour couvrir chaque axe d'approche. Au sud, l'école fut fortifiée et reliée aux tranchées. Le château d'eau servait de poste d'observation, avec vue sur le terrain plat au nord de la ville. Entre les positions et derrière elles, les défenseurs avaient creusé des lignes de tranchées reliées entre elles, des boyaux de communication et des passages couverts. Ils pouvaient ainsi circuler sous le feu d'un point fort à l'autre. Toutes les rues de Poniry étaient minées. Chaque approche dégagée au nord était déjà couverte par des tirs d'artillerie préparés. Le champ de bataille avait été organisé pour priver les blindés allemands de ce dont ils avaient besoin: l'espace, la visibilité et la distance. La défense de Poniry fut confiée à la 307e division de fusiliers, commandée par le général Henshin. Elle appartenait à la 13e armée du général Pukov,
au centre du dispositif de Rokossovski. Mais cette division ne fut pas laissée seule en première ligne. Derrière elle, les Soviétiques concentrèrent un très puissant ensemble de moyens d'appui affectés au soutien d'une seule division d'infanterie pendant la guerre. 15 régiments d'artillerie, une brigade d'obusiers lourds, 2 brigades anti-chars, le 3e corps de chars, la 129e brigade blindée indépendante et le 27e régiment blindé indépendant. Une partie des véhicules fut enterrée, avec seulement les tourelles dépassant du sol. Derrière la 307e division, d'autres lignes défensives, des réserves et de l'artillerie attendaient encore. Lorsque la 9e armée allemande frappa le secteur d'Enchin, elle ne se heurta donc pas à une simple division d'infanterie. Elle affrontait une forteresse interarmes construite pendant des mois pour arrêter cette offensive. L'attaque commença aux premières heures du 5 juillet. Le 41e corps blindé, commandé par le général Joseph Harpe, devait s'emparer du secteur de Ponyri. Son objectif était de suivre la voie ferrée Orel-Koursk, de franchir les hauteurs occupées par la ville, puis de pousser vers le sud en direction de Koursk. Le corps réunissait les 292e et 86e divisions d'infanterie, la 18e division blindée et la 78e division d'assaut. Les bataillons de Ferdinand du 656e régiment formaient son point blindé. Les Soviétiques connaissaient l'heure prévue. Dans les heures précédant l'attaque, un sapeur allemand capturé révéla le calendrier précis de la préparation d'artillerie de modèle. Rokossovski ordonna alors de tirer le premier. Dans l'obscurité précédant l'aube, des milliers de pièces soviétiques frappèrent les zones de rassemblement allemandes et les itinéraires d'approche. Des unités qui rejoignaient encore leur position de départ furent prises à découvert. Le barrage bouleversa le calendrier allemand et désorganisa les formations qui n'avaient pas fini de se déployer. Les canons de modèle répondirent, puis l'assaut fut lancé. Pour les bataillons de Ferdinand, les premières heures tournèrent au désastre. Le 653e bataillon lourd de chasseurs de chars avait été placé à l'ouest de la voie ferrée. À l'est, le 654e attaquait aux côtés de la 292e division d'infanterie. Les deux secteurs étaient saturés de mines. Les Allemands avaient apporté des engins de démolition téléguidés. Le 5 juillet, devant Ponyri, les Borgward B4 et les petits Goliath devaient tailler des couloirs dans les champs de mines avant l'assaut. Tout s'est déréglé presque aussitôt. L'artillerie a fait sauter une partie des mines avant que les passages soient clairement jalonnés. Le sol a été retourné, les traces laissées par les Borgward ont disparu, et les équipages de Ferdinand qui suivaient ne voyaient plus où passer. Le 653e bataillon engagea 45 Ferdinand. À 17h le premier jour, 37 étaient immobilisés par des mines. Pas détruits par un adversaire à leur mesure, mais arrêtés dans une terre rendue illisible par leur propre bombardement préparatoire. Beaucoup furent récupérés puis réparés. Mais ce jour-là, les plus puissants chasseurs de chars allemands furent stoppés par des charges enterrées. L'avance de la 9e armée atteignit 12 à 15 km, puis cala. Le 41e corps arriva aux abords du périmètre défensif de Ponyri. Il ne l'avait pas percé. Dans la nuit, chacun comprit que le vrai choc restait à venir. Le 6 juillet, les combats s'installèrent dans le système défensif de Ponyri. À l'est, les Ferdinand du 654e bataillon avancèrent avec l'infanterie vers la station de machines et de tracteurs, puis vers les accès nord de la gare. En terrain découvert, au nord du village, la machine faisait exactement ce pourquoi elle avait été conçue. Des chars soviétiques enterrés sur les approches furent frappés à des distances de 1500 à 2000 mètres. Les obus de 88 mm traversaient leur blindage avant qu'ils puissent riposter efficacement. Puis l'infanterie entra dans Ponyri et les Ferdinand tentèrent de suivre. Là, tout changea. Les rues étaient étroites, les gravats montaient déjà, et les défenseurs soviétiques refluaient vers les bâtiments fortifiés et les tranchées reliées. Quand les Ferdinand avancèrent sans leur infanterie d'accompagnement, cloués par des tirs venus des deux côtés, ils se retrouvèrent seuls dans un décor qui annulait leur avantage. Leur canon principal n'était plus l'outil adapté. Ils ne pouvaient pas s'abaisser assez pour viser des positions en sous-sol, juste sous la bouche. Son débattement limité empêchait de couvrir les deux côtés d'une rue à la fois. Des sapeurs soviétiques se glissèrent dans les décombres, sous des angles impossibles à couvrir. Sans mitrailleuses de caisse, les équipages allemands tiraient leurs armes personnelles par les fentes de vision,
sur des hommes qui utilisaient la coque même du Ferdinand comme abri. Certains équipages allèrent jusqu'à tirer avec leurs mitrailleuses à travers le tube du canon de 88 mm, simplement pour créer un semblant de feu défensif à courte distance. Cela ne les protégeait presque pas. Les assaillants étaient trop proches, trop dispersés, et la caisse trop massive pour être défendue de l'intérieur. Le 6 juillet, la station de machines et de tracteurs changea 2 fois de main. Les fantassins allemands la prirent le matin, puis des contre-attaques soviétiques les enchâssèrent au milieu de l'après-midi. Le soir, le combat revint au bord nord du bâtiment. La gare, elle, ne connut aucun répit. Dans l'après-midi, des éléments de la 292e division pénétrèrent dans l'édifice. Une partie resta allemande, une autre soviétique. On se battait pièce après pièce. Par moments, la ligne de front passait au milieu même du hall de la gare, avec des Allemands d'un côté d'un mur intérieur et des Soviétiques de l'autre. À environ 2 km au nord-nord-est de la gare se trouvait la côte 253,5. Rien qu'une faible hauteur dans un paysage presque plat. Mais depuis là, on voyait toutes les approches allemandes vers Ponyry. Celui qui tenait la côte guidait son artillerie sur tout ce qui bougeait en contrebas. Celui qui ne la tenait pas avançait à l'aveugle, sous un feu observé. Dans les jours suivants, cette hauteur changea plusieurs fois de camp. Le 6 juillet, la 86e division d'infanterie l'attaqua avec 2 bataillons, appuyés par des Tigres et des Ferdinand du 653e bataillon. Les Soviétiques tinrent. Le général Henshin engagea sa réserve anti-char pour défendre la hauteur, la 13e brigade anti-char, avec 40 canons de 76 mm et 20 pièces de 45 mm, amenés sous le feu vers des emplacements préparés. Il appela aussi toute la puissance des batteries de Katyusha placées en arrière. Les Soviétiques revendiquèrent la destruction de 10 Tigres et 12 Panzer IV. Ce jour-là, la côte resta soviétique. 10 Tigres autour d'une simple hauteur, en un après-midi. Voilà ce que signifiait, concrètement, le surnom de Mini-Stalingrad. Le 7 juillet, Model jeta tout dans la bataille. Les premières attaques n'avaient pas percé assez vite. Le commandement allemand ordonna donc un assaut concentré avec tout ce qui restait disponible. La 18e division blindée, jusque-là gardée en réserve, entra pour la première fois en action. Elle attaqua Ponyry par le nord et le nord-ouest, aux côtés de la 292e division. La 86e division, elle, repartit contre la côte 253,5 depuis le nord-est. Les bataillons de Ferdinand furent regroupés pour frapper la gare et la station de machines et de tracteurs. Un groupement de 166 véhicules de combat fut constitué, dont 44 Ferdinand et 45 Brummbär. Son chef adopta une formation que les archives allemandes décrivent comme une formation en cloche. Les Ferdinand ouvraient la marche en 2 rangs. Le premier alignait 2 compagnies espacées de 100 mètres, avec les véhicules de commandement au centre. Le second plaçait la 3e compagnie à intervalles de 120 à 150 mètres. Des fanions de signalisation furent fixés aux antennes de chaque Ferdinand, au cas où les radios lâcheraient. Derrière eux venaient les Brummbär et les canons d'assaut de 75 mm, chargés d'écraser l'infanterie et les équipes du génie, tandis que les Ferdinand traitaient les chars enterrés et les positions anti-chars. Sur le terrain ouvert au nord de Ponyry, le dispositif fonctionna. Les canons de 88 mm frappaient loin, avant que les pièces soviétiques puissent répondre utilement. Pendant plusieurs heures, le 7 juillet, la ligne extérieure au nord du village se fissura. Les Allemands entrèrent dans la partie nord de Ponyry. À midi, les Allemands tenaient déjà près de la moitié de Ponyry, le bord nord de la gare et une partie de la station de machines et de tracteurs. La riposte soviétique fut immédiate. Tous les canons anti-chars disponibles furent basculés vers la gare. L'artillerie massée derrière la localité ouvrit le feu, tandis que les Ilyushin Il-2 pilonnaient les routes d'approche. Puis un Ferdinand, trop avancé devant son infanterie, attira une batterie d'obusiers de 203 mm. L'obus de 203 mm fit ce qu'aucun canon de char soviétique ne parvenait à faire. Avec près de 100 kg de métal et d'explosifs, le choc déforma la caisse et tua l'équipage. Le blindage frontal ne fut pas percé. Il n'avait pas besoin de l'être. La structure céda derrière la plaque. C'était une destruction rare, car un obusier lourd n'était pas un anti-char ordinaire, ni une arme disponible à la demande. Mais la leçon était nette. Le Ferdinand n'était pas invulnérable.
Il résistait surtout aux armes prévues pour l'affronter. D'autres moyens pouvaient le briser, si l'on savait les amener au bon endroit. En fin d'après-midi, le 7 juillet, les contre-attaques soviétiques avaient rejeté les Allemands hors de la moitié nord de Poniry. La cote 253,5 bascula encore une fois. La 86e division l'avait prise à l'aube. La 307e l'a repris au milieu de l'après-midi, avec l'appui du 3e corps de chars. Les journaux de marche allemands notent, pour cette seule journée, des attaques et contre-attaques à 8h, 10h, 15h30, puis 19h. La dernière engagea un régiment d'infanterie soutenu par 60 chars. La ligne anti-chars soviétique l'arrêta. Après la nuit tombée, le bilan était brutalement simple. Les Allemands se retrouvaient presque sur les mêmes positions qu'au matin. La journée avait pourtant brûlé des hommes et des machines difficiles à remplacer. Les archives de la 307e division de fusiliers, pour la période du 5 au 7 juillet, parlent d'attaques combinées repoussées contre des éléments de la 292e division d'infanterie, de la 86e division d'infanterie et de la 78e division d'assaut, avec au total 170 chars. Une division de fusiliers soviétiques encaissait 3 jours de pression. Elle tint parce qu'elle n'était pas seule. Konstantin Rokossovski engageait ses réserves avec une rigueur que Joseph Harpe et Walter Model ne retrouvaient pas de leur côté. Les Allemands jetaient déjà en renfort la 12e Panzer Division et la 10e division de Panzer Grenadiers, prévues au départ pour exploiter une percée. En face, le front central alimentait Poniry depuis la profondeur. La 4e division aéroportée de la Garde arriva sur les approches est. D'autres brigades de chars s'enterraient au sud de la ville. Ces brigades formaient une ligne d'arrêt derrière la gare. Pour les Allemands, le problème ne diminuait donc pas. Chaque nuit, la défense se reconstituait devant eux. Les pertes de Ferdinand, elles, s'accumulaient d'une façon que les tableaux bruts masquaient d'abord. Le 653e bataillon avait commencé citadelle avec 45 engins. Le 8 juillet, il n'avait plus aucun Ferdinand opérationnel. Aucun. Le bataillon dut s'arrêter toute la journée pour tenter de réparer et de remettre des véhicules en ligne. Certains revinrent. Beaucoup non. Les dégâts de combat n'expliquaient pas tout. Le Ferdinand pesait 65 tonnes sur un train de roulement prévu pour un char jamais produit. Dans un terrain miné, encombré de gravats, la mécanique souffrait sans répit. Des véhicules non détruits tombaient en panne dans les parcs de réparation. Et le manque chronique de pièces détachées bloquait les réparations en attente. Pendant les combats de Poniry, les Ferdinands réellement disponibles se comptaient souvent sur les doigts d'une main. Du 8 au 10 juillet, la bataille prit un rythme presque mécanique. À l'aube, l'infanterie allemande avançait avec les blindés qu'on avait réussi à rassembler. Elle mordait dans les quartiers nord, atteignait parfois la gare, parfois la station de machines et de tracteurs, parfois encore l'école ou le château d'eau. Les défenseurs soviétiques reculaient alors vers les bâtiments fortifiés, se glissaient dans les ruines et attendaient que l'assaillant entre dans le périmètre. Puis l'artillerie frappait, non pas les positions allemandes désormais mêlées aux soviétiques, mais les voies d'accès derrière elles. Renforts et ravitaillements étaient coupés. Les unités coincées dans la ville recevaient ensuite le choc des réserves soviétiques, amenées par le réseau de tranchées de communication. Des hommes surgissaient par des passages couverts, derrière des positions tout juste prises, et attaquaient depuis des angles que les Allemands n'avaient pas défendus, faute même d'en connaître l'existence. Le journal de guerre de la 9e armée allemande abandonne alors le vocabulaire habituel de la doctrine. Le journal décrit une forme nouvelle de bataille d'usure mobile. La formule compte, parce qu'elle ne rentre pas dans les catégories opérationnelles allemandes. Les états-majors pensaient en termes de guerre de mouvement. Décision rapide, pénétration, exploitation, puis effondrement de la cohésion adverse. À Poniry, chaque principe se retournait contre eux. La percée existait, puis se refermait. La vitesse isolait. La cohésion qui craquait n'était pas soviétique, mais allemande. Le 9 juillet, Joseph Harpe ordonna la plus forte concentration blindée de toute la bataille au nord, pour tenter une dernière rupture complète dans Poniry. Les Ferdinands restants du 654e bataillon furent groupés avec les Tigres du 505e bataillon de chars lourds et les canons d'assaut Brummbach du 216e bataillon. L'attaque devait converger sur la gare depuis plusieurs directions. Elle obtint d'abord des pénétrations dans différents secteurs. Dans l'après-midi du 9 juillet, les Allemands tenaient la majeure partie du nord de Poniry.
Le combat se déroulait alors à moins de 100 mètres du château d'eau. C'était la pénétration la plus profonde de toute la bataille. Le commandement soviétique fit donner tout ce qui restait disponible. L'artillerie massée derrière la ville tira sans relâche. Les batteries de Katyusha de la 2e brigade de mortiers de la garde arrosèrent les routes d'approche par salves successives. Dans les bâtiments de part et d'autre de la percée, les servants anti-chars soviétiques ouvrirent le feu de flanc à des distances où manquer la cible devenait presque impossible. Les équipages de Ferdinand, immobilisés dans des couloirs étroits, revivaient le même piège. Canon principal inutile contre l'infanterie qui se rapprochait de 3 côtés, sapeurs audibles sur la caisse, mais hors d'atteinte. À la fin du 9 juillet, le rapport du 653e bataillon à la 2e armée blindée était sans détour. Le 9 juillet, le groupement aligne encore 54 Ferdinand sur le papier. En réalité, seuls 25 peuvent rouler et combattre. Les 29 autres traînent en réparation, endommagés ou paralysés par la mécanique. Le commandant, le major Heinrich Steinwachs, prévient que même les engins disponibles sont au bout du rouleau. Il propose de les retirer du front, puis de former de petits groupes 5 à 8 km en arrière, comme réserve mobile, alimentée au rythme des remises en service. Après 4 jours, l'arme censée ouvrir la défense soviétique doit déjà quitter la première ligne. Pourtant, l'assaut contre Ponyry continue. Le 10 juillet ne change rien, sinon l'usure. La cote 253,5 est prise, perdue, puis disputée encore. Le bâtiment de la gare redevient un champ de tir intérieur. La station de machines et de tracteurs passe de main en main. Les cartes montrent des flèches. Les états des divisions, eux, montrent le prix réel. Des compagnies allemandes entrées dans Citadelle avec 100 fusiliers n'en mettent plus que 20 ou 30 en ligne. Les officiers tombent en proportions énormes, car à Ponyry, il faut mener l'attaque en tête, pièce par pièce, tranchée par tranchée, bâtiment par bâtiment. Les vétérans de 41, ceux qui savent survivre dans ce terrain serré, disparaissent. Et les remplaçants restent trop loin derrière, incapables d'atteindre assez vite les compagnies engagées dans un combat continu. Côté soviétique, l'hémorragie est tout aussi rude. Le 10 juillet, plusieurs régiments de la 307e division de fusiliers ne sont plus que des groupes de combat. Dans la gare, des compagnies entières sont anéanties. Des servants anti-chars restent à leurs pièces, pendant que les blindés allemands écrasent presque leur position de tir. Reculer, c'est perdre la position. Alors ils meurent sur place. Mais derrière la 307e division, il y a une autre ligne. Puis une autre encore. Et plus loin, les réserves que Rokossovski n'a pas engagées. Son dispositif tient, non parce que chaque unité serait indestructible, mais parce qu'il a de la profondeur. Les attaques de Model n'arrivent pas à la traverser. Le 11 juillet, Ponyry a vidé le 41e corps de sa force offensive. Les Ferdinand ne forment plus une masse d'assaut. Par 2 ou 3, ils gardent les flancs contre les contre-attaques blindées soviétiques. Harpe a déjà jeté ses divisions de réserve dans la bataille. Model a fait de même. En 6 jours, la 9e armée n'a gagné que 12 à 15 km depuis sa ligne de départ. Devant elle restent plus de 45 km de ceinture défensive soviétique intacte. À ce rythme, avec des hommes et des machines consommées si vite, parler d'atteindre Koursk n'a plus de sens. Puis, le matin du 12 juillet, tout bascule ailleurs. À 5h10, 3 fronts soviétiques lancent l'opération Kutuzov contre le saillant d'Orel, au nord des positions de la 9e armée. C'est précisément la faille que Model avait signalée avant Citadelle. Le front de l'Ouest et le front de Briansk frappent la 2e armée blindée allemande, étirée sur une ligne défensive trop mince. Surtout, la 11e armée de la garde perce avec une vitesse qui, en quelques heures, menace toute la position d'Orel. Le front nord de la 2e armée blindée commence à céder. Model réagit sans attendre. À 8 heures, tandis que Prokhorovka s'embrase au sud, la 12e division blindée et la 36e division d'infanterie, jusque-là dirigées vers Ponyry, font demi-tour vers le nord. Les Ferdinand du 653e bataillon suivent. Il n'en reste alors que 10 opérationnels. À 9 heures, Model reçoit le commandement à la fois de la 9e armée et de la 2e armée blindée, pour coordonner toute la défense du secteur d'Orel. Son offensive, menée depuis 8 jours, est terminée. Pas à cause d'un unique affrontement décisif dans Ponyry,
mais parce que son arrière est désormais menacé. Le danger qu'il avait décrit avant Citadelle vient de se matérialiser. Les gains de la 9e armée s'effacent presque aussitôt. Le 18 juillet, elle commence à revenir vers sa ligne de départ. Le 23 juillet, les forces parties du nord pour Citadelle sont, pour l'essentiel, revenues au point initial. 2 semaines et demie d'efforts abandonnés en quelques jours. L'opération Kutuzov dure encore 1 mois. Elle finit par faire disparaître tout le saillant d'Orel et coûte 86 000 tués ou blessés aux Allemands. Les Ferdinand envoyés au nord y trouvent enfin le rôle qui leur convient. Steinwachs avait vu juste sur ce point. En défense, depuis des positions préparées, à longue distance, un petit groupe de Ferdinand devient exactement l'outil prévu. Le 17 juillet, le groupement de combat du capitaine Rolf Hennings, engagé au nord du secteur de Ponyry contre Kutuzov, détruit 22 chars soviétiques dans un seul combat. Le lieutenant Hermann Feldheim en revendique personnellement 11. Certains tirs victorieux sont notés à plus de 2500 mètres. Contre des blindés soviétiques à découvert, loin devant lui, le Ferdinand reste la promesse faite à l'origine. Le problème n'était pas l'engin dans de bonnes conditions. Le problème, c'était Ponyry. Le bilan final des bataillons de Ferdinand, pour l'ensemble des combats de juillet 1943, est net. Les 653e et 654e bataillons commencent Citadelle avec 89 véhicules. En juillet, entre Ponyry et la défense d'Orel, 39 sont détruits sans réparation possible. Des spécialistes soviétiques des terrains d'essai blindés inspectent 21 épaves après la bataille. 10 ont sauté sur des mines ou des charges posées par l'infanterie. 5 sont immobilisés par des impacts sur le train de roulement. Une est détruite par un coup direct d'obusier B4 de 203 mm. Une autre par un canon de char soviétique à travers le blindage latéral. Le reste est récupéré ou abandonné pour panne mécanique. Du 5 au 27 juillet, les archives fédérales allemandes attribuent au 653e bataillon 320 chars et canons automoteurs soviétiques détruits. Contre le Ferdinand, sur toute la bataille, les canons de chars soviétiques n'avaient obtenu qu'un seul coup décisif. Le bilan allemand mentionne aussi de nombreux canons anti-chars et véhicules motorisés, pour 24 tués, 126 blessés et 13 engins perdus pour de bon. Tactiquement, c'était solide. Le monstre frappait ce qu'il visait. Mais ces pertes soviétiques n'avaient pas ouvert Ponyry. La gare restait soviétique. La côte 253,5 restait soviétique. La route de Koursk demeurait barrée. À longue distance, le Ferdinand avait prouvé sa valeur. Mais la décision se jouait dans les ruines, à des portées où cet avantage ne servait plus. Fin août, le 654e bataillon remit ses derniers véhicules au 653e et repartit en Allemagne pour recevoir des panthères. Pendant l'hiver de 1943 à 1944, les Ferdinand survivants furent repris en atelier, avec enfin une mitrailleuse de caisse, la modification que Guderian avait réclamée avant Citadelle et qu'on avait repoussée faute de temps. Rebaptisés éléphants, 11 partirent en Italie. La première compagnie du 653e combattit à Anzio au début de 1944. Beaucoup finirent abandonnés ou détruits au fil de la campagne. À Ponyry, le 18 juillet, les forces soviétiques réoccupèrent la localité sans dernier duel. Les Allemands étaient partis. Les restes de la 307e division les virent décrocher. Cette division avait tenu la ville 8 jours sous des attaques continues, menées par plusieurs divisions allemandes et appuyée par tout l'arsenal des chasseurs de chars les plus puissants que l'Allemagne avait construit. Elle y parvint parce que Rokossovski avait bâti autour d'elle un système que les Allemands n'arrivaient pas à briser en frappant un seul point. Chaque trou était refermé. Chaque poussée locale recevait une contre-attaque. Le jour, l'assaut allemand s'usait. La nuit, la défense soviétique se regarnissait. Dans son journal de guerre, la 9e armée résuma malgré elle la leçon de Ponyry. Le dispositif soviétique absorbait l'effort simultané de plusieurs divisions, puis retrouvait sa cohésion plus vite que l'assaillant ne pouvait exploiter un succès limité. La conclusion restait à tirer. La méthode tactique qui avait porté les grandes campagnes allemandes depuis 1939 ne fonctionnait plus face à un adversaire préparé pour l'absorber. Model la formula sans détour dans son analyse de l'échec de la pince nord. L'offensive avait été lancée contre une défense construite avec une connaissance précise des méthodes allemandes.
et préparés pour les neutraliser. Les retards imposés par Hitler, en attendant du matériel neuf, avaient donné aux Soviétiques le temps de bâtir ce système. Model l'avait dit avant Citadelle, il le répétait après. Plus tard, Ponyri fut reconstruite. La gare reprit sa place sur le même site. L'école fut reconstruite là où l'ancienne position fortifiée avait été disputée pièce par pièce. L'ancienne station de machines et de tracteurs fut déblayée. La ville retrouva son rôle d'avant-guerre, un point de distribution pour les kolkhozes des environs, une halte sur la voie ferrée entre Orel et Koursk, un endroit que l'on traverse sans forcément s'arrêter. Au nord, la côte 253,5 est toujours là, basse ondulation sur le même terrain plat. De loin, elle se remarque à peine. Depuis une voiture, on n'y prêterait pas attention. Rien dans ce relief discret ne dit le prix payé par les deux camps pour le tenir pendant 8 jours, en juillet 1943. Les Allemands l'attaquèrent, la prirent, la perdirent, la reprirent, puis la perdirent encore. À la fin, cette hauteur restait soviétique. Elle avait coûté aux assaillants plus qu'elle ne valait, sauf dans le seul calcul qui comptait vraiment. La tenir empêchait les Allemands d'observer les approches de Ponyri sans être repérés les premiers. Et tant qu'elle tenait, la route de Koursk restait fermée.